Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. François Bayrou s'apprête à vivre un été sous haute tension à Matignon. Alors que le dernier conseil des ministres s'est tenu ce matin, il ne prendra pas de congé et il restera à Paris pour préparer une rentrée qui s'annonce particulièrement compliquée suite au dévoilement d'un plan de rigueur budgétaire ambitieux pour ramener le déficit public à un niveau acceptable d'ici 2026. Plan qu'il qualifie lui-même de churchillien, mais qui a déclenché une vague de critiques. Les partis d'opposition dénoncent une provocation et envisagent déjà le dépôt d'une motion de censure. Les syndicats expriment leur colère et annoncent une première mobilisation le 1er septembre. Par ailleurs, le collectif Bloquons Tout, qui rappelle les méthodes des Gilets jaunes, appelle lui à un blocage général du pays à partir du 10 septembre. Dans les couloirs de l'exécutif, certains redoutent une rentrée marquée par une contestation sociale de grande ampleur, quand d'autres, plus optimistes, saluent le courage politique du Premier ministre, même s'ils s'inquiètent du coût politique d'une telle fermeté. Le dernier Conseil des ministres a battu des records ce matin. Une durée de 3 heures due à de nombreux dossiers à traiter avant le départ en vacances de la quasi-totalité de ses membres. Voici 7 mois que l'équipe composée par François Bayrou résiste à la censure. Mais encore pour combien de temps? Nous vous proposons de juger son parcours à cette équipe. Alors global, certes, mais en tenant compte quand même de ses individualités, membre d'une coalition effectivement restreinte. La question: pour vous, le bilan du gouvernement Bayrou est-il 1. indéfinissable, 2. mauvais, 3. inégal, 4. encourageant? C'est sur le compte X de Sud Radio, c'est également au téléphone au 0826 300 300. Et Judith, au fur et à mesure, les votes arrivent, je vois, mais il y en a un qui bouge pas, c'est le encourageant, à 0%. Ah bah voilà. C'est assez clair. Alors il y en a un sur le inégal qui est à 2%. Et puis alors là, ça y va, mauvais 63%, indéfinissable, parce que certains ne le comprennent pas, c'est pour ça qu'on l'a mis, 34%. Allez-y, faites-vous plaisir, je vous donnerai l'évolution du petit challenge que les uns et les autres se donnent. Et pour en parler, nous sommes avec Christophe Boutin, qui est politologue et constitutionnaliste à l'université de Caen. Alors que Christophe, juste avant la pause, vous avez commencé à nous expliquer que Bayrou va avoir du mal à tenir 1 face à la contestation sociale, 2 face à la contestation de son propre gouvernement. Allez-y, vous pouvez étayer maintenant. Écoutez, effectivement, je crois que le socle commun a quand même un peu de plomb dans l'aile. Quand on regarde les textes qui sont actuellement à l'examen, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a un désaccord sur la loi du plomb, qu'il y a un désaccord sur la loi Corse qui rejaillit même avec un désaccord avec le Sénat, qu'il y a un désaccord sur les énergies renouvelables, qu'il y a un désaccord sur la politique à mener dans le cadre des relations internationales. Finalement, un désaccord au sein du gouvernement, un désaccord avec le président sur un sujet, l'attelage est quand même on ne peut plus hésitant. Bon, alors reprenons notre débat et point par point. Déjà, est-ce que pour vous, chère Vraie Voix, Émilie Perrier, c'est déjà quand même une sacrée performance d'avoir tenu 7 mois, vu comment le précédent de Michel Barnier avait duré? Michel Barnier, lui, il avait soumis son budget. Là, Bayrou, il l'a pas encore fait. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Mais moi, j'aurais plutôt rajouté dans vos... Oui, les 4 possibilités. Allez-y, parce qu'on peut en mettre une 5e. J'aurais dit médiocre, en réalité. Oui. Parce que, au final, à part des coupes budgétaires, il n'y a aucune réforme, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de cap. Alors, il y a eu des négociations qui ont été tentées d'être faites. On a eu un conclave, mais au final, la moitié des participants ont claqué la porte. Et il y a ces coupes budgétaires. Et en fait, ce que je regrette là-dessus, et je rejoins Marie Barsac, qui est la ministre des Sports. Je ne sais pas si vous la connaissez. Frédéric l'aime bien. Voilà. Oui, je trouve que... Alors, j'ai eu l'occasion de faire une table ronde avec elle, d'ailleurs. Mais je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement pertinent. Et elle a mis en avant... lors de l'organisation de Paris 2024, tout à fait. Et surtout, elle a pointé quelque chose qui est assez intéressant, qui consiste à dire que lorsque on investit 1 euro dans le sport, on économise 13 euros de dépenses publiques. Parce que le sport, c'est bon pour la santé, donc forcément on est moins malade. C'est aussi un bon vecteur de cohésion sociale, et donc ça retisse un petit peu des liens, ça permet à des chômeurs longue durée de se remettre un peu dans une activité. Bref, c'est un manque de vision, un manque de cap, et puis si on va un petit peu plus loin,
terrain, malheureusement pour moi, c'est une action court-termiste. Ouais, c'est une revisite du théorème de Schmitt. Hein. Les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Exactement. Donc il faut réfléchir, je pense, un petit peu plus loin que le bout de son nez, quoi. Michael Sherman, les niveaux d'insatisfaction, en France, ils sont très élevés après 3 mois de gouvernement Bayrou. Il y a 83% d'insatisfaits sur le pouvoir d'achat, 80% d'insatisfaits sur l'école, idem pour la santé, l'immigration, la jeunesse. Le bilan est vu comme insatisfaisant à 80% sur le logement et à 78% sur la sécurité. Quel beau bilan. Voilà. Un gouvernement sans cap, des ministres sans cohérence, et puis aucune continuité de l'État. Vous prenez les 2 mandats du président de la République. Moi, je suis président d'association. Les sujets sur lesquels mes expertises, c'est l'éducation. Imaginez-vous qu'on a rencontré 7 ou 8 ministres. Je crois qu'on n'a pas rencontré le dernier, parce que de toute façon, il va changer, donc on ne le rencontre pas. Non, mais c'est vrai, vous vous rendez compte. Alors, imaginez-vous sur les différents ministères. Moi, juste pour l'éducation, dans mes sujets éducatifs, où on s'occupe notamment des sujets de la mémoire et dans les écoles et les interventions en milieu scolaire, on est reçu 8 fois par des ministres distinctifs. Certains, Gabriel Attal. En 2 mandats, 8 ministres, donc on les a tous eus, on les a tous vus, de Jean-Michel Blanquer, on a eu Papendiaï, je sais même plus comment il s'appelle. Papendiaï, vous avez croisé Amélie Oudéa-Castéra parce que ça a été rapide. Hein. Non, et comme Gabriel Attal, il a été nommé Premier ministre, donc félicitations à lui, mais je veux dire, c'est qu'en fait, à chaque fois, on repart à zéro, ils nous disent enchanté. Enfin là, c'est Elisabeth Borne, donc l'éducation nationale, elle connaît un peu les dossiers. Sans la défendre. Le premier jour. Vous pouvez aussi, hein, c'est pas interdit. Hein. Je suis pas là pour ça, je suis pas son avocat. En tout cas, on va négocier. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes son avocate, mais le jour où elle a été nommée, elle a dit c'est pas ma spécialité. Donc c'est ses propos, c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. C'est bien de l'avouer, hein. Oui, mais à ce moment-là, c'est rare. On met des experts à ce poste-là. Il y a suffisamment de talent en France pour qu'on mette des experts partout. Ouais. Oui, mais qu'on mette au moins des personnes qui connaissent leur métier et puis qui connaissent ce sujet. Et puis surtout qu'il y a une continuité de l'État. En fait, il y a le même président de la République. Les Français l'ont élu démocratiquement. On respecte la voix des Français, mais qu'au moins que les dossiers puissent se poursuivre à chaque changement de ministre. Sachez qu'en France, on repart à zéro. 0826 300 300 si vous voulez réagir à notre antenne, ça me perturbe toujours autant ce petit téléphone. Moi, ce petit oui, c'est nouveau. Mais c'est nouveau, quoi. On est avec Samy. Samy, vous êtes fâché, vous dites que le bilan est inexistant, que c'est le néant avec Bayrou. Oui, si j'ose dire, parce que les qualificatifs, les adjectifs, merci de me donner la parole d'abord. On vous en prie, bonsoir. 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 C'est que les qualificatifs ou les adjectifs que vous avez proposés, en fait, moi je pense qu'il manquait le mot inexistant, parce qu'en fait c'est la traversée du désert. Ouais, c'est vrai que j'hésitais entre indéfinissable et inexistant, parce que indéfinissable, ça veut dire qu'on n'y arrive pas. Bon, mais vous avez raison. Indéfinissable, c'est qu'il y a quelques traces infinitésimales. On dit inexistant, c'est que c'est le néant. Enfin, ils ont quand même travaillé, ils se sont levés tôt, ces gens-là. Allez-y, Samy. Rapidement, ce qui me trouble, et peut-être que c'est une coïncidence, c'est que, pour revenir sur le bilan de Bayrou, c'est qu'on a eu la Commission européenne et les négociations qui sont tombées avec les États-Unis. Et bizarrement, on ne peut pas me faire croire qu'ils n'étaient pas au courant à l'avance de ce qui allait tomber et de l'issue des négociations et du montant de 15% sur les entreprises. Donc pour moi, plutôt, ça s'apparente, ce qui se passe, le budget, etc., à une sorte de transfert. C'est que ce que vont perdre les entreprises qui doivent exporter vers les États-Unis et les taxes de douane qui vont se prendre, en fait, tout simplement, on est en train de diluer tout ça et le répartir, en fait, sur nous, sur la populace, sur les contribuables. Donc pour moi, c'est très bizarre cette coïncidence à quelques jours, quelques semaines que ça tombe comme ça. Donc c'est ça que ce bilan-là, en fait finalement c'est un gouvernement, c'est un conseil d'administration, si j'ose dire. Bon. C'est une société, c'est alors, des gens qui voilà, c'est. Alors ça mise. Non, mais parlons vrai. Parlons vrai, hein, c'est le principe. Et c'est bien parce que ça me permet d'enchaîner avec la question que je voulais poser. Merci beaucoup, hein, Samy. La question que je voulais poser à Christophe Boutin, qui est notre grand expert, politologue et constitutionnaliste à l'université de Caen. Est-ce que finalement, Christophe Boutin, la France qui n'avait pas d'expérience de l'esprit coalition, je ne dis pas que c'est une coalition, mais enfin quand même, entre Elisabeth Borne et Bruno Retailleau, c'est un peu un grand écart. Donc, est-ce que c'est ça finalement l'échec du fonctionnement du gouvernement, ou ça aurait très bien pu fonctionner s'il y avait eu un cap avec ces gens d'origine différente? Allô, Christophe. Il fallait le définir certainement avant de former la coalition. Parce que la coalition, elle a été formée ici par une logique d'intérêt, dans le ni-ni, pour éviter les extrêmes, éviter l'arrivée des extrêmes gauche ou extrêmes droite au pouvoir dans une coalition. Il y avait donc une logique politique, pour ne pas dire une logique politicienne, mais il y avait, comme vous le disiez très bien, derrière des divergences énormes entre les différents membres de la coalition quant aux objectifs à suivre. Et cela se retrouve, et en même temps,
quand même ses limites. Et en même temps, Bruno Retailleau et Elisabeth Borne, c'est assez difficile. Et donc, les limites se retrouvent dans le programme et dans les tensions que l'on constate actuellement dans un socle commun qui ne cesse de se fissurer. Finalement, la seule alliance que tente de faire Emmanuel Macron, qu'il a tenté de faire récemment, c'est de dire qu'il y avait une solidarité gouvernementale autour du budget. Un budget qui est présenté comme étant courageux, mais qui, sincèrement, est un budget très limité. Ce sont des mesurettes qui sont faites absolument rien de la rupture qui était annoncée par François Bayrou. Et malgré tout, un budget qui amène une très importante tension sociale que vous évoquiez. Alors, il y a ce collectif, cet appel citoyen qui circule un peu partout sur les réseaux sociaux, Émilie Perry, qui s'appelle Bloquons tout. Donc, grosso modo, c'est un peu comme les Gilets jaunes. Ce sont des citoyens, donc on ne sait pas trop qui est le chef, comment c'est défini tout ça, qui veulent bloquer la totalité du pays le 10 septembre, soit le jour de la rentrée parlementaire. Bon, ça sent mauvais, quoi. Ça sent mauvais, mais peut-être un petit peu comme les Gilets jaunes. Et encore, je pense qu'il y a une initiative qui est un petit peu plus identifiée pour ce mouvement-là. Donc effectivement, c'est plusieurs appels qui ne sont pas structurés, mais voilà, il y a des soupçons, en tout cas des reprises de hashtags sur des profils d'extrême droite, avec une sorte d'instrumentalisation. Il y a les deux extrêmes, il y a de la gauche et de la droite, extrême droite, extrême gauche. En tout cas, quelque chose qui n'est pas spontané et citoyen. Voilà, on est loin de... C'est récupéré politiquement, quoi, c'est ça que vous dites. Complètement. C'est mon avis. Après, il y a toujours la question du Nicolas Travail, vous savez, ce fameux hashtag, et qui paye, et qui travaille. Je comprends pas. Mais justement, c'est sous cet emblème-là que ce rassemblement, voilà, c'est Michael aussi Sherman, qu'est-ce que vous en pensez de ce rassemblement est-ce que c'est déjà en récupération politique, en l'occurrence? Je pense que tout mouvement, de toute façon, syndicaliste ou de revendication sociale est à un moment donné, récupéré, on l'a vu dans l'Europe, dans toute l'Europe, c'est toujours récupéré par les partis politiques. Pourquoi ? Parce que c'est des professionnels de la manifestation, c'est des professionnels des manifestations revendicatives. Le problème, c'est que, contrairement aux Gilets jaunes, ou du moins dans la suite logique des Gilets jaunes, je crains que ça soit bien pire, ce qui nous attend. Les Français n'en peuvent plus. Il y a énormément notamment de petites entreprises, de très petites entreprises des TPE, qui n'ont pas réussi à rembourser leur PGE post-Covid, qui n'ont pas pu relever la tête. Et après que ça soit récupéré par des partis politiques, j'ai envie de vous dire, en même temps, il y a des échéances électorales. Donc s'ils sont au pouvoir, ils font pas le travail. Évidemment qu'au bout d'un moment, il y a d'autres oppositions qui, eux, sont dans le bon rôle, parce qu'ils sont opposants, et qui peuvent récupérer ces mouvements de contestation. Donc je pense que ce qui va arriver en septembre sera bien plus pire que les Gilets jaunes, malheureusement. 0826 300 300. C'est au tour de notre auditeur fil rouge depuis Angoulême, Raphaël. Alors Raphaël, je me tente à une question quand même, parce que mais c'est pas la plus simple, et elle est pour vous. Il y a quand même des personnalités qui marquent les esprits et qui font un travail que vous trouvez intéressant dans ce gouvernement. Effectivement, c'est une question difficile. C'est cadeau, allez-y. Je vais répondre simplement, non. Non, aucune personne. Ils sont tous pires les uns que les autres. Ce sont des gens qui sont là uniquement pour se raccrocher à leur petit pouvoir et faire en sorte d'être élus ou d'être mis à un bon poste avec leurs copains lorsque le vent tournera. Donc pour vous, le bilan, il est mauvais. S'il avait fallu... Le bilan, il est c'est plus que mauvais. Mais on doit souligner quand même le courage du Premier ministre qui intervient sur le budget, qui nous explique que la France est sûrement le pays le plus taxé du monde et qui va passer une demi-heure à vous expliquer en tant que personne qui paye ses taxes et ses impôts que c'est de votre faute si le budget va mal, qu'on va encore devoir se priver, qu'on va encore devoir payer tout plus cher. Le bilan, il est simple. Christophe Boutin, merci beaucoup Raphaël. Christophe Boutin, on entend le mécontentement dans la bouche de Raphaël et sur la représentation en fait des hommes politiques et des femmes politiques d'ailleurs de ce gouvernement et en général. On peut pas quand même dire que la totalité de la classe politique fait les choses pour elle-même et sans conscience ou prise de conscience de l'importance justement de la voix du peuple, on peut dire ça comme ça. On peut pas dire ça comme ça, mais il y a un autisme qui est quand même assez frappant. Un autisme qui se manifeste à chaque fois qu'il y a une manifestation populaire de mécontentement. Alors, on parle de récupération politique, mais la récupération politique, c'est quelque chose de normal. Il est normal que les politiques soient à l'écoute des demandes du peuple et qu'ils essayent au maximum de prendre en compte ces demandes. Au contraire, ce à quoi l'on a assisté ces dernières années, pour ne pas dire dans la dernière décennie macronienne, c'est un refus complet de cette récupération
politique, c'est un autisme de la classe politique face à un grand nombre de demandes formulées par les populations. Ce qui fait qu'on est dans un cycle qui revient régulièrement. On a les bonnets rouges, on a les gilets jaunes, et on a les gueux, et maintenant on a encore cette demande d'une France périphérique qui n'en peut plus. Bon, est-ce qu'il y a quand même... Alors, allez, je tente. Est-ce qu'il y a des ministres qui vous ont marqué et qui vous semblent aller dans le sens d'une progression? On commence par vous, Michael Sherman. Je ne suis pas l'avocat du gouvernement, loin de là. Après, il y a des ministres volontaristes, mais qui n'ont pas les moyens d'agir. Vous avez une formidable ministre, Aurore Bergé, qui a fait les assises de lutte contre l'antisémitisme, qui est allée au front, qui a été en 2 temps, puisqu'elle a perdu son portefeuille ministériel et est revenue et a maintenu son voilà, j'ai pas d'autre mot que le volontarisme. Mais franchement, aujourd'hui, c'est beaucoup d'éléments de langage, c'est énormément de marketing. Et puis aussi, on peut pas changer aussi, il y a plein de sujets de société où l'éducation est à la maison. Vous prenez les problèmes de justice, notamment, de responsabilité des mineurs, on va l'évoquer après dans le prochain débat. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. L'État ne peut pas tout faire. Il y a une partie, le gouvernement, la capacité aujourd'hui avec des deniers publics et des propositions de force pour réformer la loi, etc. Mais il y a aussi ce qui se passe à la maison. Il y a plein de faits de société aujourd'hui. Les Français, ils ont besoin d'identité et de sécurité. C'est les premières demandes du peuple. Et aujourd'hui, Retailleau-Darmanin, alors non? Oui, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, si on change pas la loi, si on n'est pas plus ferme, ce ne sont que des effets d'annonce, c'est que du marketing. C'est-à-dire qu'on fait des belles annonces, des belles promesses avant les élections municipales, législatives, présidentielles pour se faire réélire. Mais si vous augmentez pas les places en prison, si vous n'êtes pas plus répressif au niveau de la justice, ce qu'attendent les Français. Les Français veulent plus de répression sur ces enjeux-là. Donc vous avez dit Aurore Bergé. Aurore Bergé. On continue. Émilie Perrier, allez-y, vous avez quelqu'un dans le gouvernement que vous avez envie de défendre? J'ai quelqu'un en tête, c'est le ministre des Outre-mer. Ah, Monsieur Valls. Tout à fait. Alors, sa personnalité, certes, mais je suis plutôt assez, pas admirative, mais il est quand même arrivé à un accord avec la Nouvelle-Calédonie. Et quand on a vu la fracture qu'il y avait dans ce territoire au moment des émeutes et l'emplacement stratégique que représente la Nouvelle-Calédonie pour la France, à la limite, je leur donne un bon point pour ça. Ouais, c'est vrai que depuis Rocard, il est d'ailleurs assez rocardien dans l'esprit. C'est lui qui avait participé au premier accord, justement, donc c'est pour ça qu'il a été choisi. À mon avis, pas forcément pour sa popularité, mais en tout cas, il a fait quelque chose de bien. Et Christophe Boutin, un mot, un nom, Christophe Boutin, pour conclure, un ministre? C'est difficile de vous demander ça, vu votre position, mais allez-y, on joue. En fait, ni l'un ni l'autre de ceux qui ont été cités. Voilà, je vais me défendre. En tant que constitutionnaliste, je suis très réservé sur la notion de citoyenneté, voire de souveraineté qui pourrait être accordée à la Nouvelle-Calédonie, parce que la souveraineté n'est pas quelque chose qui se partage. Et en tant que protecteur des libertés publiques, je suis assez inquiet des éléments proposés par Aurore Bergé pour réprimer encore plus la libre parole. Donc j'aurais peut-être un doute sur les deux. Mais c'est un débat. Merci Christophe Boutin. On rappelle que vous êtes politologue et constitutionnaliste à l'université de Caen. Merci d'avoir participé à ce débat avec nous aujourd'hui. Vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs, 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler si vous avez envie de jouer dans un instant. Eh bien, c'est le quiz musical de Frédéric Brindel. Ce soir, oui. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai.